en fait, c'est notre fille qui nous a inspiré le projet. Elle était sur une plage blindée de plastique. Ça ne serait pas qu'un projet entrepreneurial, ça serait l'objectif de notre vie. On a un impact sur les gens, et l'idée c'est de continuer à développer cet impact-là. Bonjour Baptiste. Salut Nelly. Comment tu vas? Ça va et toi? Je te donne mon ticket. Bon, super. Allez, je t'en prie, viens t'installer dans le roller coaster. C'est parti. Je me mets à l'aise. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu es un fervent amateur des roller coasters? Écoute, j'en ai fait 2-3. Et j'en ai même fait un la semaine dernière qui n'était pas forcément prévu. Mais bon, c'est un petit parc d'attractions qu'on a en Normandie, mais j'ai emmené ma fille de 5 ans. Et on a fait des petits manèges et on en a fait un peu plus intense. Je vais attendre quelques années pour le prochain. Ça marche. Alors Baptiste, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Écoute, Baptiste Amin, je suis papa de 2 enfants. Moi, j'habite en Normandie, à Cabourg, plus précisément. Et voilà, je suis entrepreneur. Je pense qu'on va en parler un peu, mais j'ai créé quelques boîtes. Super. Donc là, j'ai reçu ton dessin. Alors, un dessin assez bien précisé. Ouais, j'ai commencé le dessin à la main, mais c'est Magda qui a terminé. J'avais vraiment envie d'avoir un joli dessin. Je trouvais que c'était un exercice assez intéressant, donc ça méritait de peaufiner un peu le dessin. Donc c'est pensé par toi, mais Oui. designé par un autre. C'est ça. Super. Alors on commence l'aventure, sport et copains. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a démarré en fait Alors, c'est plutôt, là on est plutôt dans l'adolescence, où c'est vrai que je sais que je vais devenir entrepreneur. Mes parents sont entrepreneurs et je savais que c'était un peu ce que je voulais faire. Pendant mes études, j'ai eu pas mal de chance parce qu'ils m'ont laissé un peu faire ce que je voulais. Et ça m'a donné beaucoup de points positifs dans l'entrepreneuriat aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de liberté, beaucoup de flexibilité dans ce que je faisais. Et voilà, j'étais très dans le sport et les copains jusqu'à la première boîte que je vais créer, du coup, qui s'appelle Neris Environnement. Là, on est en 2012, même 2011. Ouais. Neris Environnement, l'objectif, c'était d'étudier l'impact de toutes les activités offshore sur l'environnement. Donc, on était déjà sur un premier sujet environnement, sujet assez pointu. Et première expérience entrepreneuriale, un bon premier fail. C'est une aventure qui va durer 2-3 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur avec qui s'associer. J'ai eu beaucoup de déconvenues et pas mal de mensonges dans cette aventure entrepreneuriale. Ça n'a pas trop marché, on n'était pas forcément alignés sur ce qu'on voulait faire. Donc c'était un échec, mais on a appris pas mal de choses. Et j'ai aussi appris que j'avais pas mal de résilience entrepreneuriale, même un peu trop. C'est pour ça que c'est le petit dessin d'après, c'est le décès de mon grand-père où ça a été mon petit électrochoc pour me dire là, il faut que j'arrête cette aventure entrepreneuriale. En gros, je me rappelle du jour, ma mère m'appelle pour me dire il est en train de décéder et tout. Sauf que moi, je pouvais pas partir parce qu'en gros, je me levais à 4h du matin. Je livrais des courriers. Je sais plus le nom de la boîte. Sodexo. Enfin, c'était des trucs violets. Enfin, tu vois, j'allais distribuer les journaux le matin pour pouvoir payer le loyer. La galère entrepreneuriale toute la journée et j'ai été à fond dans ça sans jamais rien lâcher parce que je voulais pas lâcher. Jusqu'au jour où toute la famille était réunie et moi j'étais resté à Nantes parce que c'était en Normandie du coup pour retrouver et je me suis dit bon là je pousse peut-être un petit peu trop le sujet donc j'ai stoppé cette aventure entrepreneuriale et je me suis retrouvé un boulot assez rapidement en me disant donne-toi 2-3 ans pour te refaire voilà donc je suis parti dans un sujet je me suis dit j'avais toujours cette envie d'apprendre donc là où j'étais le plus nul c'était en commercial donc je me suis dit je vais devenir commercial et j'ai fait ça pendant 2-3 ans ça a bien marché jusqu'au jour où j'ai eu cette envie, j'avais retrouvé l'énergie, je pense, pour me relancer dans une aventure entrepreneuriale. Et on s'est lancé avec l'un de mes meilleurs potes. On a lancé une aventure qui s'appelle Feezer, qui est une app de carte postale. Donc là, on est l'idée, on l'a au jour de l'an 2013-2014. On est au ski, il fait froid, on a plein de photos dans le téléphone et là, on veut envoyer des cartes postales, on a la flemme. Et du coup, on a l'idée de se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer une application depuis notre téléphone pour envoyer des cartes postales voilà, et tout simplement. Voilà, tout simplement. Et du coup, je suis rentré de vacances, j'ai démissionné et puis on s'est lancé dans l'aventure Feezer avec mon meilleur pote.
Le lancement, c'était assez excitant. On a fait le Wagon, qui est un dev bootcamp sur Paris. On était la deuxième promo, donc ça démarrait, tu vois, c'était au tout début. Et on était hébergé dans les locaux de The Family, à rue du Petit Musc à Paris. Et c'était au tout début. Enfin, pour moi, ça a été l'apogée un peu du momentum The Family, où tout le monde allait les voir. Enfin, il y avait un gros... et du coup, on était dans le bain entrepreneurial dans cet endroit-là. Ce qui ne nous a pas empêché de galérer pendant 2-3 ans. Ça a été long. Hein. Nous, on a, en gros, Feezer, des cartes postales, tu en envoies en juillet, en août. Et le reste de l'année, il y a un peu moins de cartes postales. Donc tous les étés, on faisait all-in. Et puis après, fallait que ça continue comme ça. Donc c'est une aventure qui a duré 8-9 ans jusqu'au moment où on vend la boîte, avec pas mal de hauts. Notre gros boom, on a eu 2 gros booms. Le premier, c'est un échec. Ouais. Notre imprimeur a fait faillite, qui imprimait nos cartes postales, et nous l'a pas dit pendant 3 semaines, 1 mois. Donc les cartes postales des gens, en gros, les gens, ils partaient en vacances, ils envoyaient leurs cartes postales, mais elles n'étaient pas imprimées et pas envoyées. Et du coup, c'était assez intéressant parce que c'est là où on s'est rendu compte qu'on voulait voir partir les cartes postales. Et de ce jour-là, on a internalisé la production des cartes et on s'est dit, tous les jours, on veut voir partir les cartes. Et en fait, on a fait qu'un focus pendant 7-8 ans, c'était améliorer notre produit. Le produit que les gens recevaient. Parce qu'en gros, une personne sur notre app, elle envoyait en moyenne 7 cartes postales. Et sur les 7, si tu en transformais 1, 2, tu avais une viralité énorme autour du projet. Et sans lever de fonds, comme ça, dans une aventure qui a duré 7-8 ans, on est passé de 0 à 2 millions d'utilisateurs. On a envoyé des dizaines de millions de cartes postales. Et donc ça a été une belle aventure entrepreneuriale. Donc 3 ans de traversée du désert quand même. 3 ans de galère, t'as 2 ans de chômage, donc honnêtement ça se passe bien parce qu'on gagnait pas trop mal notre vie et c'était d'un point de vue financier c'était pas trop difficile, mais 1 an encore en plus où ça a été un peu plus difficile. Il y a eu ce changement là où on allait chercher de la croissance du fait d'avoir internalisé la prod, ça c'est le premier gros sujet, et le deuxième sujet c'est qu'on passe à Capital été 2016. Et là, c'est une énorme folie. On est l'app la plus téléchargée pendant 1 semaine en France. Et on se retrouve du jour au lendemain à faire x5 sur le nombre d'utilisateurs. C'était assez monstrueux. Je crois qu'en 24 heures, on a eu 30 000 nouveaux utilisateurs sur l'app. Et ça a continué comme ça. On a mis pas mal de moyens en ads aussi autour de ce passage télé. Et c'était un été vraiment monstrueux. Mais comment justement tu as géré cette hyper-croissance? Parce que finalement, tu passes à la télé et forcément, ça accélère. Comment vous vous étiez préparé à ça? Parce qu'on n'est jamais suffisamment prêt en général. Ouais, ça fait 3 ans que tu galères. Donc quand tu as un bon moment, on t'en chie parce qu'on avait notre production. Honnêtement, on faisait que bosser. 7 jours sur 7, on bossait 20 heures par jour. On envoyait... Nous, notre objectif, notre obsession, c'est que quand la personne en envoyait une carte postale, ça partait le jour même jusqu'à midi, sinon ça partait le lendemain. Et on a toujours eu cette obsession-là et que ça parte de manière assez qualitative, tu vois. Et on s'est toujours donné les moyens pour que ça puisse partir. Ça, c'est parce qu'on est dans le boom de l'été. Et après, on se dit, OK, là, on est en train de changer de dimension. La boîte, elle doit faire entre 1 et 2 millions, tu vois. Du coup, on se dit, bon, là, on doit commencer à recruter. Hein. Peut-être que tous les deux. Ah oui. Il y avait Caroline qui était ma femme, du coup, cofondatrice de l'aventure dont on va parler juste après, qui est venue nous filer un coup de main. Et puis, on avait une personne en plus qui bossait avec nous. Donc, on était assez peu staffés. On avait fait le choix quelques mois avant d'aller à Cabourg, à Dives-sur-Mer en Normandie. Et du coup, là, l'objectif, c'était vraiment de se dire, on doit recruter. Comment est-ce qu'on fait? Parce que là où on est, on ne peut pas recruter on devait recruter toute une équipe tech. Enfin, on avait vraiment des profils assez spécifiques à internaliser. Et là, on a lancé une offre de job où, en gros, tu travaillais d'où tu voulais, tu travaillais quand tu voulais. C'était en 100% remote. Ce qui se faisait à l'époque un peu pour les devs, mais pas pour tous les métiers. Et nous, on s'est dit, on le fait pour tous les jobs. Et c'est là où on a commencé à travailler une approche du travail assez différente parce que le Covid, 5-6 ans après, c'était beaucoup plus courant d'être en télétravail, même s'il était un peu forcé. Nous, on l'a fait, on a vraiment été précurseurs de ce sujet-là en se disant, OK, nous, on veut recruter les meilleurs, on ne veut pas être une très très grosse équipe, mais par contre, les personnes qui sont en équipe, et on avait des gens entre les États-Unis, Bali, et tout le monde travaillait d'où il voulait, quand il voulait, donc on
travaillait de manière asynchrone parce que il y avait énormément de décalage horaire entre les différents endroits. Donc ça a été un bon moment pour nous. Et voilà, j'ai mis dans les étapes l'arrivée de Juliette, notre fille, avec Carline, parce que je pense que c'est ce qui a commencé à créer un peu les envies entrepreneuriales qu'on a aujourd'hui et se rendre compte du monde qui nous entoure et de ce qu'on veut laisser à la prochaine génération, parce que quand c'est que nous, à la limite, on est assez égoïste, mais quand on commence à avoir des enfants, on a une certaine pression qui arrive et une envie de bien faire les choses pour les prochaines générations. Donc ça a été un premier bon coup de me dire c'est très bien, Feezer, ça avait un super impact social. En plus, on s'en est rendu compte pendant toute la période du Covid parce que nous, ça a été un cataclysme. En gros, on vend la boîte au groupe Exaconta Clairefontaine fin 2019, mi-décembre, et 2-3 mois après, tout est fermé, les gens partent plus en vacances, les gens n'envoient plus de cartes postales, et même la poste ne livre plus. Ça a duré que quelques jours, mais en gros, tu es passé de milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers de cartes postales qu'on envoyait tous les jours à zéro. Et ça a duré quelques jours. Et là, on a transformé l'aventure parce qu'on est passé de cartes postales de vacances à lien social fort entre les gens. Et les gens ne pouvaient plus trop se contacter à part s'appeler. Donc s'envoyer des cartes postales. Mais du coup, si tu vends la boîte, donc vous vendez la boîte par quel prétexte en fait? C'est-à-dire que c'était une volonté stratégique ou vous vouliez tourner la page et C'était, on allait au départ, à la base, c'était pour rechercher des fonds, et on a eu l'acquéreur qui s'est proposé de dire, moi je mets de l'argent dans votre boîte, je la rachète complètement aussi, et donc vous aurez aussi 2 ans pour pouvoir vous exprimer dans le projet, et donc c'est une décision qui se fait à 3. Moi j'étais pas le plus partant pour vendre, mais j'étais le CEO et c'est moi qui ai mené la vente. Et pour quelle raison tu n'étais pas partant? Parce que je pensais qu'il y avait encore d'autres choses assez sympas à venir dans cette aventure-là, et je trouvais peut-être que c'était un peu tôt, mais avec du recul aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça m'a permis de lancer la nouvelle aventure entrepreneuriale dans laquelle on est, qui je pense est beaucoup plus beaucoup plus avec les valeurs que j'ai envie de prôner pour demain, et ça me permet vraiment de me construire dans le nouveau projet de vie qu'on a. Donc on a vendu la boîte, et c'est ce que je mets un peu dans la flèche, quoi. C'est-à-dire qu'on reste encore 2 ans et demi de plus dans la boîte, c'est hyper dur parce que je reste CEO 2 ans et demi, je sens à la fin qu'il faut que je laisse ma place parce que j'ai plus trop de passion dans le job. Le truc c'est que tu rentres. Moi, j'aime bien quand ça bouge. On était dans une boîte entrepreneuriale où ça bougeait à fond. On avait une croissance incroyable dans le projet pendant 6 ans, où on ne s'arrête pas, on lance des projets dans tous les sens. Et là, tu vends la boîte, il ne se passe plus rien. Tu as juste un truc à aller chercher, c'est de la rentabilité et un peu de croissance, mais beaucoup moins que ce qu'on avait avant. Et du coup... en gros, j'étais en train de mourir petit à petit, et c'est là où, au bout de 6 mois de la vente, avec ma femme, on a l'idée de lancer Pimpant. En fait, c'est notre fille qui nous a inspiré le projet. Elle était sur une plage blindée de plastique. Et on s'est regardé avec ma femme, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire comme boîte, on ne savait pas du tout le projet qu'on allait lancer, mais on savait que ça serait pour sa génération et pour les prochaines générations, et que ça ne serait pas qu'un projet entrepreneurial, ça serait l'objectif de notre vie maintenant. On a eu une super aventure entrepreneuriale avec Feezer, on a gagné beaucoup, c'est une très belle vente, mais déjà, c'est compliqué parce que quand tu vends ta boîte, tu as un sujet, c'est que tu as beaucoup d'argent sur un compte, mais en fait, tu te rends compte que toucher des sous, c'est pas une satisfaction monstrueuse. D'avoir beaucoup d'argent, ça n'a aucune saveur sur un compte. Après, ça te permet de faire beaucoup de choses dans la vie, dont lancer Pimpant pour nous. Mais c'est pas un objectif de vie. C'est un moyen qui t'aide à faire d'autres choses. Mais si tu te fixes ça comme objectif de vie, je pense qu'à un moment, tu as un niveau de déception qui peut être assez fort. Un peu comme les gens qui gagnent à l'euro million. Tu vois, ils arrivent avec beaucoup de sous sur un compte d'un coup. Je sais pas si le niveau de bonheur augmente autant que le nombre de zéros sur ton compte en banque. Et du coup, on a continué cette aventure entrepreneuriale pendant 2 ans et demi qui s'arrête. Et en parallèle, on lance Pimpant. Du coup, Pimpant, l'objectif, c'est de supprimer tout le plastique à usage unique dans la maison en proposant des produits du quotidien qui sont sains, rechargeables. Et nous, notre spécialité, c'est la poudre à reconstituer.
D'accord. Donc c'est un concept simple, c'est-à-dire que plutôt que de te vendre 1 litre de gel douche qui est rempli à 90% dans un gros bidon en plastique que tu vas jeter, que tu vas racheter, que tu vas jeter, nous on va te vendre uniquement un petit sachet de poudre, que les 10% d'actifs, et l'autre t'en as chez toi et tu vas reconstituer le produit chez toi. Et on fait ça dans toutes les pièces de la maison en gros. Et donc on lance ça, l'idée c'est été 2020 et c'est pas si évident parce qu'on a le succès Feezer et moi je pensais que les choses allaient aller un petit peu plus vite que je m'étais dit l'objectif ce qu'on a fait en 8 ans sur Feezer, on va essayer de le faire en 2 ans sur Pimpan. Donc on avait beaucoup plus de moyens parce qu'on a investi pas mal d'argent sur ce projet-là. Donc c'est directement, tu as une équipe, on est 6, on est 10, là aujourd'hui on est 25, enfin, le projet il a un peu plus de maturité, c'était il y a 3 ans. Mais... Finalement, si tu n'avais pas revendu ta boîte, tu ne serais pas allé si vite. Ça reste un accélérateur. On aurait été beaucoup moins vite, mais le plus de valeur qu'il y avait, je pense, c'est le réseau créé. Dans le fait d'avoir vendu une boîte, c'est le réseau créé, la confiance que tu as créée autour de toi. Le fait d'avoir réussi Feezer, tout le monde te fait confiance, que ce soit les banques, que ce soit des partenaires à tous les niveaux, que ce soit les équipes qui viennent te rejoindre dans un projet, il y a une confiance forte et je pense que c'est presque ça qui a le plus de valeur aujourd'hui. Et après avoir des sous, ça permet de mettre un peu plus d'essence dans le moteur et d'aller beaucoup plus vite, plutôt que de te planter beaucoup plus vite. Et en fait, en 2-3 ans, on a fait beaucoup d'erreurs, on s'est planté sur plein de sujets. Toi, je mets un échec en pharmacie, on se lance du jour au lendemain, on se dit pas qu'on va petit, on part dans 500 pharmacies, c'est un fail énorme, ça nous coûte 200-300 000 euros de perte de s'être lancé en pharmacie, mais en fait c'est pas très grave parce qu'on a appris vite, en fait c'est ça le sujet, c'est que quand tu as plus d'argent, tu peux faire les erreurs beaucoup plus vite, gagner beaucoup plus de temps, et après c'est sûr que si tu as moins les sous, je pense que tu fais peut-être un petit peu moins d'erreurs, mais tu perds un petit peu de temps. Mais cette aventure, elle est assez enrichissante. On a assez vite, en gros, Pimpan, quand on s'est lancé uniquement sur tous les produits de hygiène, donc gel douche, dentifrice, shampoing, et on a racheté une autre boîte qui faisait exactement la même chose, mais sur la partie maison. Donc tu vois, quand tu as des sous, tu peux aller plus vite parce que tous ces produits-là, ils avaient des super produits, donc ça nous intéressait de... Donc là, tu as découvert le monde de l'intégration de société. Dans l'autre sens, du coup. Et j'ai essayé de ne pas faire les erreurs qu'on avait fait en nous intégrant, nous, mais oui, c'est intéressant. C'est intéressant comme expérience de racheter une boîte, parce qu'on n'a pas racheté qu'une boîte, on a les 2 founders qui sont aujourd'hui encore dans le projet, avec Amandine qui s'occupe de toute la partie média, Pierre qui est un bras droit de confiance incroyable dans le projet, qui gère toute la partie finance opérationnelle. Donc c'est des rencontres humaines qui sont hyper fortes, quoi. Et ce changement de casquette, justement, où c'est toi qui vas à la chasse d'une nouvelle structure, comment tu as opéré à ce moment-là pour trouver la bonne société? Alors c'était un concurrent, mais tu les as approchés? Comment ça s'est passé? C'était pas vraiment un concurrent. Là, tu es dans un monde où il y a moins de... Quand ton objectif, nous on est une entreprise à mission, et si je vais même un peu plus loin, moi la mission de ma vie c'est d'essayer de faire mieux pour mes enfants et les prochaines générations. Donc j'ai changé un peu cette vision de concurrent, je l'ai un peu enlevé, cette vision de concurrent. Moi j'ai plutôt des ennemis, carrément, mais j'ai des ennemis dans le sens où, tu vois, quand je vois des rayons de supermarché qui sont blindés de plastique, avec d'eau, avec tous les moyens qu'ils ont, marketing, tout ça c'est des ennemis parce qu'il faut que ça disparaisse, tu vois. Je crois que le chiffre c'est un camion de poubelle rempli de plastique qui finit dans l'océan toutes les minutes. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce qu'on est en train de foutre dans l'océan et tout on est en train de pourrir la planète avec tout ce plastique-là, qui est inutile. Il n'y a pas besoin. Et donc là, c'est pour ça que je parle d'ennemis, parce qu'il y a un sujet. Mais sur le sujet de concurrence, nous, on a une sorte de concurrence qui est hyper saine, parce que plus on avance ensemble, plus on arrive à faire grossir ce gâteau des produits qui sont meilleurs pour l'environnement, meilleurs pour la planète, même meilleurs pour la santé.
santé. Et c'est ce gâteau-là qui est tellement petit aujourd'hui, à côté des lobbying et de 4-5 grosses boîtes monstrueuses, qu'on a tout intérêt à plutôt d'essayer de travailler main dans la main. Ce qu'on a fait en fait avec cette intégration-là et ce rachat de projet, quoi. Donc globalement, c'est une alliance des sociétés à impact contre les ennemis, en quelque sorte. Vous êtes plus dans cette dynamique-là. Et en fait, finalement, toi, on va dire ton ambition, ta vision, elle est où? Elle est sur celle de justement, parce que déplastifier, c'est un sujet. Jusqu'où tu souhaites aller en fait dans la démarche? Nous, on est en ce moment dans un changement de statut, c'est qu'on est en train de passer de marque à industriel et on lance notre propre usine, notre propre laboratoire de fabrication où on va internaliser et pouvoir. L'objectif, il n'y a pas de limite en fait finalement parce que tu remplaces avec le projet qu'on est en train de monter, tu remplaces du plastique dans les maisons, tu es en train de l'éliminer à grande échelle. Nous, en 3 ans, c'est plus d'1 million de tubes et bouteilles en plastique à usage unique qui ont été évités. Donc on commence à avoir un impact. Et dans la vision que j'ai, c'est que, moi j'ai une vision générale, c'est qu'on ne changera pas notre façon de consommer si on ne change pas notre approche générale du travail. Et si tu ne changes pas de travailler, si tu continues d'avoir des gros horaires, d'avoir beaucoup de pression, etc., on ne changera pas notre façon de consommer parce on est dans un écosystème où tout va vite, surtout à Paris, là, où les gens veulent que tout aille vite tout le temps. Et je pense que c'est pas ce qui nous aide à être plus heureux dans la vie. Et je pense que c'est un sujet fondamental. Et nous, au-delà de notre mission de diminuer le plastique, on a un sujet éducatif qui est ultra puissant, un sujet d'essayer d'embarquer un maximum de familles dans une autre vision en fait du monde, dans une approche complètement différente de ce que peut être le monde demain et d'où est-ce qu'on veut aller demain. Et c'est là où, pour moi, l'entreprise a un rôle crucial. Et nous, on essaye de le faire de plusieurs manières. On montre l'exemple avec nos produits, mais aussi avec l'approche du travail qu'on a. Parce que je t'ai parlé tout à l'heure du télétravail, mais nous, on a mis en place la semaine de 4 jours chez nous pour que tu aies beaucoup plus de temps off et que tu puisses beaucoup plus passer du temps en famille, qui sont les choses importantes, beaucoup plus regarder le monde dans lequel tu vis et te poser un peu les bonnes questions par rapport à l'approche ou de se dire il faut travailler tant d'heures dans une semaine et notre rythme de vie, notre vie est rythmée par le travail. Je pense qu'on peut redéfinir, rebattre un petit peu les cartes et essayer d'embarquer les gens dans une vision assez optimiste voilà, essayer de raconter une autre histoire que le tourbillon de la vie dans lequel on est embarqué. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette vision, cette façon de travailler dans la mondialisation d'aujourd'hui? C'est-à-dire que comment tu intègres ce placement-là par rapport justement à des sociétés où le travail, par exemple le monde asiatique, comment tu arrives à jauger la façon dont on doit se positionner dans la productivité en France? Tu vois, nous, on a mis en place la semaine de 4 jours et là, en Asie, ils viennent de mettre en place la semaine de 6 jours. Donc, ils sont passés de 5 à 6 jours. On va pas forcément c'est en Corée du Sud, je crois qu'ils ont mis ça en place. On va pas forcément dans la même direction. Je sais pas quelle est la meilleure direction parce que finalement, c'est une approche du temps qu'on a et je connais pas assez ces cultures-là pour me prononcer là-dessus. Après, quand j'analyse pourquoi ils le font, c'est pour aller chercher plus de productivité, continuer de produire moins cher et pas forcément produire mieux. Et du coup, ça va pas dans le sens de l'histoire. Et à un moment, il y aura un plafond très fort. Nous, on est dans une industrie en cosmétique où il y a pas mal d'avances et en plus on a un leader en France, on est des leaders en France sur ces sujets-là et je pense qu'on aurait tout à gagner à continuer de prendre de l'avance. Donc moi ce que j'essaye d'arrêter de regarder partout et je fais mon chemin, je regarde ma direction et j'en suis beaucoup plus heureux parce que sinon c'est un peu, il y a beaucoup d'anxiété ou d'éco-anxiété qu'on peut avoir à commencer à un peu regarder tout ce qui se passe autour. Nous on essaye déjà de faire ce qu'on peut, de faire notre part un peu dans notre projet et d'inspirer un maximum de gens. Parce que le rôle d'une entreprise, c'est aussi d'embarquer un maximum de gens sur les sujets. Toi, nous, on est suivi par 200, 250 000 personnes, que ce soit sur les réseaux, sur LinkedIn, sur nos différents canaux de diffusion. On a un impact sur les gens. Et l'idée, c'est de continuer à développer cet impact-là.
Donc c'est un impact que tu gères en famille, donc association avec ta femme. C'est ça. Vous travaillez tous les deux. On a cofondé la boîte tous les deux, ouais. Super. Et comment ça s'équilibre dans votre vie? Nous, l'histoire, je disais au tout début, elle a commencé avec Feezer. Parce que chez Feezer, Caroline, c'était la première personne à rejoindre l'équipe des Founders. Et du coup, on avait déjà bossé 4-5 ans ensemble avant de cofonder ensemble. Nous, je te dis, c'est un tout, c'est un équilibre de vie général qu'on essaye de trouver. Et aujourd'hui, on travaillait déjà bien main dans la main dans le projet d'avant, là où aujourd'hui, les rôles sont hyper répartis, chacun sait ses grosses forces dans le projet, et on essaye de s'emmener vers le haut plutôt que de se tirer vers le bas. C'est ça les enjeux au quotidien. Et tu en as toujours un qui est un peu fatigué, un peu démoralisé, parce que c'est dur d'entreprendre. Et tu as toujours l'autre qui est là pour le retirer. Et regarde notre mission. Et en se levant tous les matins, on a nos enfants qui sont là. Et c'est ça notre sujet. Donc c'est ça qui est important. Et c'est important de savoir pourquoi on se lève le matin. Quand on entreprend, moi je trouve que l'aventure entrepreneuriale, elle est difficile, elle est exigeante, et si tu n'as pas quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que toi, le projet il n'a aucune chance pour moi. Et tu peux pas aller dans un projet en disant ouais, on va voir si ça marche. C'est à fond, à 100%. C'est pour ça que moi je conseille jamais de commencer un projet entrepreneurial à côté de quelque chose. Peut-être qu'il y a toujours des exceptions, hein, mais pour moi il faut y être à 100%. Et savoir tous les matins pourquoi on se lève. C'est quand même souvent ce que font les entrepreneurs, c'est-à-dire que c'est vraiment un choix de vie. C'est prenant. Et donc, comme tu l'as dit, je pense qu'on ne peut pas le faire qu'à moitié. Ouais. Là, on voit sur ta courbe que ça redescend. Donc, l'échec de la pharmacie. Ça a été un moment difficile pour vous, mais vous avez vite rebondi. Ça fait partie des échecs. En réalité, on en a beaucoup. Tu vois, des sorties produits qu'on a loupés. Malgré tout, des recrutements foirés aussi. Il y a pas mal de choses qui coûtent cher. L'idée, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est pas grave de faire une erreur. On essaie juste de pas la faire deux fois. Et après, on remonte vite. Tu vois, globalement, pimpant, on va assez vite. Notre première année, on dépasse le million. L'année d'après, on fait x3. Là, on est encore en train de faire x3 sur notre troisième année. Ça avance. Ça avance jamais assez vite. On veut toujours essayer d'optimiser les choses. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de toujours prendre un peu de recul. Et puis là, on a eu aussi... on est passé début février sur qui va être mon associé. Donc on n'a pas levé, nous, dans l'émission. Tu vois, tu pourrais dire, tiens, c'est un échec qui dure 1 minute 30 parce que le soir du passage, c'est un moment incroyable avec les équipes. Moi, c'est mon moment le plus fort entrepreneurial, par... les moments personnels qui peuvent être beaucoup plus forts, mais là c'est un moment où on est avec toute l'équipe, où on se rend compte que le passage il est incroyable pour nous et on mesure pas tout de suite tout l'impact que ça va avoir, mais on sent que ça va bien se passer parce que en fait on a emmené le grand public avec nous sur notre passage. Nous on s'est fait bâcher, en gros ça dure 20 minutes ton passage de télé, pendant 10 minutes ça se passe hyper bien. Ça parle du produit, il pose des questions sur le business. Le tournage dure 1h30 en phase 2 et c'est réduit à 10-15 minutes où tu vois ce sujet, après plus 4-5 minutes un peu autour. Et donc tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé sur ce moment-là. Et nous, ça se passe hyper bien et on se fait bâcher sur notre approche du travail. Et ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, on changera pas notre façon de consommer si on change pas notre façon de travailler. Et je pense qu'on n'est pas tout seul à penser ça. Je pense qu'on a su embarquer un maximum de monde justement dans cet état d'esprit-là. Il y a 1 an, on a mis en place la semaine de 4 jours. On s'est créé quelque chose de fort autour de ça et on se fait bâcher sur ça. Donc pour nous, c'était beaucoup mieux que de lever des fonds, tu vois, en termes d'impact qu'on allait avoir sur demain, parce que c'est une chance incroyable de pouvoir donner ta vision de la vie, et ça faisait partie de notre vision de la vie, à 2,5 millions, 3 millions de personnes, où tu passes plusieurs longues minutes pour l'expliquer, quoi.
Donc là, ça a fait le buzz. Ça a permis de faire de la croissance parce que forcément, le soir même, on connaît. Hein. J'ai connu ça aussi. Donc, c'est un moment fort qui va être mon associé. C'est une très belle émission. Et donc après, te revoilà avec un nouveau challenge, celui de la construction d'une usine. C'est ça, on est en plein dedans, là, tu vois, on est en plein dans les travaux. J'y étais ce matin, j'y retourne demain matin et ça avance bien, on est content. On est passé pour des fous, on inaugure cet été et l'été dernier, quand on a dit en un an on veut devenir industriel, ils nous ont pris pour des fous et on est en train de réussir à quelques jours près. Les industriels qui sont autour de nous, des investisseurs qui nous ont dit vous n'y arriverez pas, c'est beaucoup trop rapide et beaucoup trop ambitieux et on l'avait déjà fait avec Fizer, de réussir à monter une industrie qui est quelque chose de différent. Là, c'était niveau 1, là, on est au niveau 2, mais ça va le faire. Parce que quand on est convaincu, on y arrive. Ouais, c'est ça. Il faut être un peu naïf aussi parfois dans la vie. Et c'est sûr qu'il y avait des choses auxquelles... il y avait beaucoup de choses où on ne s'attendait pas à avoir des montagnes comme ça devant nous. Mais quand tu fonces la tête baissée, de temps en temps, c'est pas mal aussi. C'est sûr. Merci infiniment, Baptiste, d'être venu dans le roller coaster. Avec grand plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Et je t'invite à signer ton ticket. Allez, c'est parti. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à le partager, à le commenter. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci.